Alors avant toute chose, chers collègues, ça a été fait plusieurs fois, chers amis aussi, je tiens à remercier les personnes qui ont rendu cette journée possible, les conférencières et les conférenciers, bien sûr, Fanny Sterck qui s'en va d'un air discret mais que nous avons bien remarqué, les collègues aussi du service financier, du service de communication, parce que sans toutes ces collègues, nous n'aurions pas eu de chaise, nous n'aurions pas eu de repas, nous n'aurions pas su que le colloque allait avoir lieu, bref, nous n'aurions rien eu du tout. Merci beaucoup et merci en particulier à Fanny. Alors vous aurez aussi remarqué que certaines collègues du séminaire s'étaient impliquées pour capter vos impressions à partir du SIEJ, et ce gentil coup de main, dont je les remercie, me donne l'occasion de souligner la joie qui soutient un travail finalement souvent ingrat, animer un centre de recherche dont le SIEJ, c'est quand même pas tout le temps très très marrant. Eh bien oui, il y a de la joie parce que ce service au collectif, il est rendu soutenable, il est même rendu enthousiasmant, parce que l'équipe restreinte du séminaire, elle est formidable. Ce sont des collègues qui participent aux séances, qui discutent, qui réagissent, qui acceptent de se promener dans les bois quand on fait des mises au vert chaque année. Bref, ce sont des collègues qui incarnent au sens premier ce qui fait la théorie du droit maison. Je veux enfin et encore remercier les presses de Saint-Louis en la personne de Fanny Caspi qui nous aide beaucoup, et aussi les membres du comité scientifique de la RIEJ dont on a déjà parlé aujourd'hui, des membres du comité dont plusieurs sont ou du moins étaient là aujourd'hui. Et enfin, je veux évidemment tout particulièrement remercier Antoine Bayeux et Jérémy Van Merbeek. Tous deux ont une générosité absolument sans pareille à l'égard du SIEJ, alors que le temps leur manque énormément, donc merci à eux. Alors, je vais voir, ça marche, c'est formidable. Le titre de notre journée invitait à un retour aux fondamentaux et perspectives en théorie du droit. Dans une version antérieure, on avait formulé l'idée d'un regard sur le passé autant que vers l'avenir du SIEJ. Autrement dit, on n'a pas du tout eu peur de tomber dans les poncifs académiques. Oui, regard sur, je sais, c'est très convenu, mais qui ici n'a jamais commis de regard croisé sur tatata ou de tel objet au prisme de telle discipline, voire au carrefour de plusieurs disciplines? Peut-être plus dramatiquement avez-vous osé le tel objet à l'épreuve de telle discipline, ou même sur un ton dramatique, au risque de telle ou telle autre chose. Si vous n'avez jamais succombé, peut-être avez-vous porté un ouvrage ou un colloque intitulé « De quoi ceci, cela est-il le nom ?» Et si vraiment, vraiment, vous n'avez jamais cédé, pourriez-vous garantir que vous n'avez jamais versé dans le choix d'un bon vieux modernité ou, plus chic, historicité, un peu fourre-tout dans une intervention finalement un peu facile? Oui, il existe des poncifs académiques. Vous nous pardonnerez, j'espère, j'ai essayé de vous impliquer dans ce défaut, mais même si vous n'en êtes pas victime, le titre de ce colloque, je le reconnais, était certainement convenu. Alors pour conclure cette journée, je vais assumer jusqu'au bout ce caractère convenu et vous parler du regard. Regard croisé ou regard pas croisé. Alors, au SIEJ, les équipes se sont, c'est vrai, beaucoup occupées des points de vue, mais finalement, au SIEJ, on a plus travaillé, me semble-t-il, à la question des discours qu'à celle des regards. Et c'est logique dans le fil d'une approche du droit et de la théorie du droit, en tant qu'herméneutique, Jérémy en a parlé tout à l'heure, dans le fil aussi d'une conception du sujet comme toujours déjà pris dans le langage. C'est passionnant, bien sûr, on n'a pas fini d'en parler, d'y travailler, mais il me semble qu'avec le regard, on peut aussi dire quelque chose d'intéressant de ce que font des équipes comme celle du séminaire, de ce qui forme finalement la pratique de la théorie du droit, la pratique même de la recherche scientifique dans son ensemble. C'est une petite phrase de Lacan, oui, ça fait chic aussi, qui m'y a fait penser. Lacan, en partant d'un cas pratique, c'est une sorte de dilemme de prisonnier, peu importe ici, identifie 3 étapes dans le parcours qui mène à la décision, plus précisément lorsque la décision doit être prise dans un contexte où d'autres ont des informations auxquelles nous n'avons pas accès. On pourrait dire que c'est tout le temps le cas finalement, mais voilà. Il a un petit cas précis et peu importe ici, il identifie 3 étapes qui sont parfois désignées comme des temps logiques. L'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Il arrive, ne vous inquiétez pas.
Il me semble que ces 3 stades, l'instant de voir, le temps pour comprendre, le moment de conclure, s'appliquent fichtrement bien au parcours que constitue la recherche scientifique, notamment en théorie du droit, et je vais donc les mobiliser pour tenter de conclure nos réflexions si denses de ce jour. Je commence à l'envers par le dernier des 3 stades. Vous qui avez mené des recherches, fût-ce en ayant écrit seulement un tout petit article, vous savez, et nous savons, quelque chose des épiphanies et du soulagement, autant que des difficultés que ça peut constituer, cette étape où on arrête, où on cesse de lire, encore, d'affiner, d'écrire. Bref, le moment de conclure est un véritable moment et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas de celui-là que je vais vous parler aujourd'hui. D'avoir fait de la recherche, nous avons aussi une pratique éprouvée du temps pris pour comprendre, du temps requis par l'étude. Et là, les équipes du séminaire, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ont énormément réfléchi à la façon qu'on peut avoir de comprendre. C'est de l'épistémologie, clairement, hein. C'est la recherche de la meilleure façon de comprendre, de la meilleure façon de construire du savoir. Et puis finalement, la théorie du droit ayant cet objet spécifique, c'est aussi une réflexion qui a été menée en théorie du droit, mais une réflexion qui a également été menée directement sur l'objet. Comment comprendre de façon à répondre à quid iuris, comment en arriver à construire une bonne décision juridique. Alors, en concevant le programme aujourd'hui, on a vraiment voulu concrétiser l'approche qui a toujours été celle du SIEJ, me semble-t-il, la façon dont on organise le temps de comprendre. On a voulu nouer un dialogue entre les collègues des centres de recherche de la fac de droit, donc pénal, privé, public, d'environnement, etc., et puis des structures ou des personnes spécialisées dans d'autres disciplines, la sociologie, l'histoire, la science politique, la psychologie, etc. Construire ce dialogue, c'était un hommage modeste à la dialectique, ce mode de connaissance millénaire qui s'appuie sur la conviction éprouvée, la conviction démontrée, mais pas mathématiquement, que nul ne sait déjà tout seul, et que le savoir se développe dans l'interdisciplinarité, l'interaction, l'interculturel, l'intersubjectif, l'interlingue, l'interlocution. Reste qu'avant tout ça, avant le temps pris pour comprendre et le moment de conclure, il y a l'instant de voir. Alors peut-être que vous vous êtes déjà promené dans la nature avec des gens expérimentés, qui voient les champignons, qui voient les petits animaux de la forêt, là où vous, enfin en tout cas moi, en bonne citadine, mes yeux cherchent seulement à suivre le sentier et finalement, je regarde le paysage sans rien voir. Je ne vois pas les petits champignons, je ne vois pas les petits animaux, je ne vois rien de bien spécifique. Alors bien sûr, il y a une pratique qui permet de mieux voir. Il y a aussi un talent. Certaines personnes voient mieux que les autres et il y a 4 collègues qui nous ont fait le plaisir aujourd'hui de présider les panels, qui font partie de ces personnes-là. Je veux insister sur ce point. Guillaume Destex, Hugues Dumont, Jacques Comaille, François Host, ce sont de ces chercheurs qui voient particulièrement bien et qui partagent ce que leur regard acéré met au jour et que d'autres, moi, vous peut-être, nous qui sait, n'avions pas vu. Michel Van de Kerkhove, indéniablement, était aussi de ceux-là, de ces collègues qui voient quelque chose et qui partagent ce talent, cette pratique, cette capacité, cette aptitude à voir. Je le souligne vraiment, en particulier à propos de François, au SIEJ comme ailleurs, on le sait. François, tu as un talent fou pour voir. Disons qu'à l'échelle de ton œil d'aigle, nous sommes des taupes. Donc merci François de nous avoir aidés à voir. Alors nous sommes des taupes, mais nous sommes des taupes. J'avais pas encore passé mon slide. Nous sommes des taupes, mais nous sommes des taupes de bonne volonté. Ah oui, je n'appuie pas sur le bon ordinateur. Nous sommes. Oh non! Ah, il y avait une suite qui n'a pas marché, mais c'est pas grave. Vous les avez tous en une fois. Normalement, il y avait un effet dramatique avec chaque slide, chaque gif qui arrivait en une fois. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Nous sommes des taupes et nous sommes des taupes de bonne volonté. Nous cherchons à voir, nous aussi, parce que sans voir, on ne pourra pas savoir. Et pour cette journée, on a donc essayé d'identifier quelques enjeux contemporains de la théorie du droit à partir de nos lectures, à partir aussi des manuscrits qui nous sont proposés à la RIEJ. Et puis, nous avons eu beaucoup d'aide à cet égard aujourd'hui de la part des collègues qui ont accepté de partager avec nous un flash, quelque chose que ces collègues avaient vu, mais que dans nos pratiques, dans nos quotidiens, dans nos lectures, nous n'avions pas spécialement aperçu.
Alors, premier d'entre eux, Jérémy, il a d'abord sorti son télescope, puisque grâce à lui, grâce à cet instrument, nous avons regardé les stars qui brillent au firmament du SIEJ. Et ce faisant, nous avons en fait non seulement regardé nos étoiles, dont certaines nous font le plaisir d'être là, j'ai déjà cité leur nom, mais nous avons aussi jeté un œil sur le passé. Vous savez que le temps que nous parvienne la lumière, finalement, nous voyons dans le ciel ce que les corps célestes ont connu comme transformation il y a bien longtemps. Et c'est ça qui est formidable précisément, c'est que les travaux menés au séminaire au cours de ces 50 premières années de travaux, eh bien ces travaux, ils continuent à nous éclairer, à jeter de nouvelles lueurs sur le phénomène juridique contemporain. Ces travaux continuent à nous donner à voir. Ensuite, Olivier P, vous avez peur maintenant de savoir lequel vous allez avoir, n'est-ce pas? Olivier P a dégainé le laser, la lampe laser, mais aussi le rayon qui tranche. Il a proposé une rupture épistémologique, mais sans rupture du dialogue. Et on le sait bien, finalement, une coupure bien nette, c'est plus facile à recoudre qu'une vilaine déchirure. Merci Olivier. Alors après un généreux survol de la démarche épistémologique menée au séminaire, Olivier a esquissé une quadruple proposition. C'est vrai qu'elle faisait rupture avec le discours dominant en faculté de droit. J'ai la modestie de penser qu'elle faisait aussi écho fortement aux travaux du séminaire. L'empilement des règles plutôt que l'ordre, le parti pris plutôt que la prétendue neutralité juridique, on y est revenu d'ailleurs dans l'après-midi, l'instabilité plutôt que la prévisibilité, les variations d'effectivité plutôt qu'une application automatique telle qu'elle est trop souvent postulée par les juristes, autant de choses qui nous restent à penser, mais que nous avons déjà partiellement réfléchi. Barbara Truffin, ensuite, a enfilé, bien entendu, ses jumelles d'anthropologue du droit. Elle nous a invités à observer le droit au plus près, sans nous appesantir sur l'écart entre règles et applications, mais pour saisir vraiment le geste juridique, dans sa variabilité, dans ses enchevêtrements notamment. Ça rappelait d'ailleurs ce que Olivier venait de nous dire. Barbara l'a dit explicitement, il s'agit pour elle, pour les anthropologues du droit, de rendre visible le travail invisible. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais assez contente de mon idée de regard. Mais vous voyez, Barbara nous a donné à voir ce dont il s'agit dans les travaux de terrain. Sélectionner ce qu'on observe, choisir dans le réel, a-t-elle dit. Dans la jungle du droit, c'est sûr, Barbara nous aide à trouver les champignons. Alors ensuite, avec Olivia Nederland, nous avons jeté un œil à travers le Judas ou le guichet des portes de prison, petite ouverture vers le monde pénitentiaire qu'elle analyse si finement. Olivia nous a montré par l'exemple plusieurs enjeux épistémologiques et méthodologiques majeurs. Qui est la chercheuse? Ça a un effet clair sur la recherche telle qu'elle est menée, sur les résultats et même, nous a-t-elle montré, sur la réception de ces résultats. Et puis là où en théorie du droit on trouve nombre de travaux sur l'écart entre les faits et le droit, Olivia nous a aussi invités à penser l'articulation entre recherche fondamentale et ancrage dans la pratique, formation de nos étudiants, étudiantes et recherche, et puis globalement à réfléchir à la façon dont nos travaux peuvent être compris. Après avoir décrit le courant droit et littérature, foisonnant, multidirectionnel, Émeric Nicolas, lui, nous a invités à pratiquer une théorie du droit incarnée. Par l'étude non seulement des sources et des définitions du droit, des règles générales et abstraites, mais aussi, d'abord, surtout, par l'examen de nos rapports à la norme. Comment? En construisant des concepts, la posture normative par exemple. Par le travail empirique aussi, ainsi que l'avaient d'ailleurs exposé Barbara et Olivia juste avant. Mais également, nous a dit Émeric Nicolas, par une approche narrative, subjective, à la Faulkner ou à la Proust, une approche vécue singulièrement. C'est donc le miroir, peut-être même un petit miroir de jeu avec notre propre image, un jeu qui nous aide à penser en jeu, que nous avons utilisé avec Émeric Nicolas, un objet qu'a d'ailleurs évoqué Quentin Landenne au moment de lui donner la réplique. Quentin, lui, je ne dis pas encore quel est ton objet, ça arrive, rassure-toi, a souligné les effets que le droit comme récit produit sur les sujets et sur les agents du droit. Il a démontré aussi, et ainsi, à quel point il est important de faire émerger et de visibiliser diverses façons de raconter le droit. Il faut les faire voir, fût-ce pour différer ou pour éviter autant que possible le passage à la violence légitime, même si c'est de celle-là qu'il s'agit. Le souverain peut bien se présenter comme seul narrateur du droit, nous a rappelé Quentin,
il n'est pas le seul et il est crucial de prêter attention, de jeter un œil, sur les contre-récits, sur les autres plumes qui écrivent également le droit. Avec Scheherazade autant que les juridictions et les juristes de l'Europe contemporaine, Quentin Landen, finalement, il a allumé pour nous sa lampe à ultraviolet. Une lampe qui révèle les traces et les halos, qui permet de mettre en lumière les récits juridiques qui se dégagent derrière, autour, à côté de la loi, derrière, autour, à côté des décisions de justice et de la doctrine, sans qu'on en ait toujours conscience. Annie Sibony, ensuite, a brossé un descriptif d'une toute autre approche du droit, nourri d'outils critiques de l'économie quant à ses fondements, et aussi, ou plutôt donc, d'études comportementales. Avec elle, osant les mesures chiffrées, on a sorti le théodolite, un instrument d'optique qui permet de mesurer, et en particulier, donc de façon chiffrée, et en particulier de mesurer la triangulation, les angles, les rapports entre les points. Autrement dit, il s'agit de mesurer les liens entre les points, les relations entre les acteurs juridiques. Et le lien avec les interventions qui avaient précédé n'est peut-être pas évident, mais me semble très présent. Au fond, dans son intervention, Annie Sibony, elle nous a proposé de renouveler nos réflexions sur ce que sont les sujets de droit, non plus à partir de leurs récits, mais à partir de leurs actes, qu'il s'agit, à la suivre, d'étudier le plus objectivement possible. Catherine Delforge lui a répondu en soulignant d'abord la nécessité de l'ouverture interdisciplinaire. Elle était d'accord à ce sujet. Le droit ne peut pas répondre seul au besoin de comprendre le comportement des acteurs juridiques et économiques. D'autres sciences sont là pour nous permettre d'évaluer mieux la nécessité, la pertinence, l'effet des mécanismes juridiques. Posant sa loupe sur le droit de la consommation, Catherine Delforge nous a expliqué que dès lors que la vulnérabilité des consommateurs est un présupposé non vérifié, la volonté de protection et d'efficacité qui est celle du législateur ne peut qu'être consolidée, améliorée par les sciences comportementales. Elle n'est pas naïve pour autant, notre collègue. Elle nous a bien dit que cela ne résolvait évidemment pas toutes les questions. Heureusement, sinon on ne saurait plus quoi faire de notre journée. Et elle nous a d'ailleurs proposé diverses pistes pour penser encore mieux les choses. Sortons ensuite... Oh, elle n'est pas là. Attendez, il en manque une. Ah non. Il y a normalement là une délicieuse caméra thermique avec un torse d'homme visible à cause de sa chaleur, et c'était bien entendu l'instrument sorti par Virginie Gautron et Cécile Vigour, un instrument qui révèle les sources de chaleur. Mais oui, nos deux collègues nous ont offert une synthèse des recherches contemporaines sur les rapports épineux entre droit et émotion. Brrr, cette chaleur, ces affects que nous, les juristes, nous avons si longtemps tenus à distance avant que cet objet soit reproblématisé à l'aide de ressources sociologiques et psychologiques dans des recherches principalement anglo-saxonnes. Nous avons ainsi repris à nouveau la question des sujets de droit, mais aussi celle de nos positionnements dans la recherche. Quelle objectivité est-elle possible? Au prix de quelle réflexivité? Il s'agissait à nouveau de penser en jeu et d'articuler les points de vue. Cécile Vigour et Virginie Gautron nous ont enfin donné à voir les apports de diverses recherches en sociologie et en droit qui permettent de saisir la place des émotions dans le processus judiciaire notamment et plus globalement la contribution des émotions à l'ordre social. Ensuite, Mauricio Garcia, représenté par Isabelle Taverna, a évoqué l'ambivalence des émotions, leur diversité, leur caractère indicible, comme ce que nous donnent à voir les kaléidoscopes, qui créent des motifs fragmentés, changeants, vous savez, à partir de petits morceaux de verre ou de plastique coloré. Donc, cette diversité, c'est le caractère insaisissable et indicible de l'émotion, a aussi permis à Mauricio Garcia de souligner la place des émotions, néanmoins, dans la délibération, et d'avancer l'hypothèse qu'en tenant résolument les émotions à distance, par un déni assumé, le discours juridique, finalement, peut-être se donnait des fictions nécessaires. Pour évoquer l'intervention de Julien Pierret, je fais bien sûr référence et hommage à son élégance bien connue, je vous propose les lunettes teintées, derrière lesquelles certains, certaines et pas Julien, semblent se cacher en prétendant à la neutralité axiologique. Un concept, un étendard même souvent, dont notre invité a démontré, au prix d'un ambitieux survol de la littérature, que ce concept, cet étendard, avait non seulement été
mal compris, finalement peu approfondi, mais aussi carrément instrumentalisé pour des motifs politique, c'est le comble. Ne se contentant pas de pointer cette faille dans les positions tenues par nombre de collègues, disons-le, de nombre de personnes en tout cas qui prônent objectivité et neutralité, ne se contentant pas de nous forcer impérativement à tous rouvrir Weber parce qu'on n'avait pas bien compris, Julien Pierret a ensuite fait une proposition lançant l'idée d'une validité axiologique, non pas du droit, mais dans les travaux de recherche scientifique. Ensuite, Isabelle Haché et Nicolas Marquis lui ont proposé une réponse sous la forme d'un cas d'application à partir de leurs travaux sur la désinstitutionnalisation dans le domaine du handicap. Ce faisant, il me semble nous avoir proposé d'utiliser une longue vue, cet instrument qui permet de voir des objets avec clarté, quand bien même nous en sommes très éloignés, quand bien même ils ne nous concernent pas intimement. Voir avec clarté est possible, oui, à distance, oui, mais non sans condition. Il serait naïf de prétendre à l'imperméabilité des postures scientifiques et politiques, d'accord, mais il faut rigoureusement expliciter, travailler, visibiliser le passage d'un registre à l'autre, du normatif à l'analytique, les liens causaux, et il faut aussi, expliciter les liens causaux, si, alors. Causal. Bref, pour Nicolas Marquis et Isabelle Haché, il existe une manière graduelle, ancrée, pragmatique de prendre part au débat et par là de contribuer à une université engagée en tant que scientifique, engagée mais scientifique néanmoins. Non sans lien avec ces propositions, nous avons enfin réfléchi à la prégnance ou pas du droit naturel dans certains débats contemporains. En mobilisant l'histoire du droit international, en particulier par une analyse de certains enseignements qui nous sont parvenus de l'école de Salamanque, Anne-Charlotte Martineau nous a proposé une réflexion sur la question de la guerre juste. Et elle a ainsi, me semble-t-il, fait usage d'un prisme. Oui, vous aurez reconnu la référence peut-être, mais j'ai cherché un prisme et voilà, c'était un prisme, pourrait-on dire donc. Un prisme, cet instrument qui décompose la lumière blanche en ses différentes couleurs. Tout comme il s'agit de renoncer aux dichotomies simplistes ou aux prétentions de morale univoque, il est plus intéressant de révéler les composantes cachées des discours, de distinguer les arguments juridiques et moraux pour penser au plus juste la guerre, qu'elle soit juste ou non, notamment. Enfin, Marie-Sophie de Clipel a également traité de l'articulation si délicate entre les registres moral et juridique à propos des spoliations d'objets d'art lors de la guerre de 39-45, entre respect du droit et de l'équité, puis à propos du trafic illicite et de la restitution des biens culturels, autant de questions de légalité et de temporalité qui viennent se poser à cet égard. Marie-Sophie de Clipel nous a ensuite dit un mot des divers mouvements prônant l'octroi de droits à la nature, à travers le monde et de façon donc très variée. En un sens, on pourrait dire qu'elle a, tout au long de son intervention, Marie-Sophie de Clipel, refusé de chausser un monocle. Je ne sais pas si tu te vois bien, Marie-Sophie. Refuser de chausser un monocle, refuser cet instrument souvent associé à une vision partielle, une vision élitiste, un instrument qui peut symboliser la manière dont les biens culturels, autant que les rapports à la nature, sont trop souvent approchés sans considération pour leur contexte d'origine, pour les valeurs très distinctes qui leur sont attribuées. Bref, Marie-Sophie nous a permis d'éclairer le rôle, enfin nous a aidé à mettre au jour le rôle parfois enthousiasmant, après avoir été longtemps décevant, que peut jouer le droit à ces différents propos. Bref, que de choses nous ont été données à voir avec un télescope, un laser, une longue vue, des jumelles, malgré des effets de kaléidoscope, des monocles et des lunettes teintées, au travers d'un prisme ou d'un judas, avec un miroir, une lampe à ultraviolet, un théodolite, une loupe, une caméra thermique. Mais que n'avons-nous pas vu aujourd'hui? On en a pris plein les mirettes et ça ne passe plus. Et ma conclusion, ça ne va pas. Pourquoi? Ah, voilà, vous avez quand même mon ami. Enfin, mon ami, je ne le connais pas. Ça ne va pas. Ah, voilà. Bref, nous en avons vu plein les mirettes. Il est maintenant temps de conclure et ces instants de vision nous ont offert un beau moment pour comprendre que de regards croisés, de carrefours, de chiasmes 2.0, poncifs certainement, mais qui nous ont permis, grâce à vous, de vivifier ce dont le siège est le nom. Merci, c'est fini. Bon week-end, joyeuse fête et bonne année.